Cette vidéo est sponsorisée par Oli. Ils m'aiment bien, je les aime bien, franchement c'est cool. Ça y est, c'est l'été, il fait chaud, sa mère la p***. Et vous vous dites, tiens, j'ai envie d'une petite boisson rafraîchissante. Eh bien... Et en même temps, je tiens à préserver mon summer body si je veux séduire sur les plages. Eh bien... Et t'es gentil, tu me ramènes pas des trucs de Chine, hein, je veux du made in Europe. Non mais ça va, tu veux pas s'emballer un Mars aussi? Ah bah non! Un Mars, ce serait pas bon pour mon summer body. Mais quel summer body? Enfin, regarde-toi 2 minutes. Bref, pour tous ces gens-là qui veulent le beurre, l'argent du beurre, le pot à beurre, la baratte à beurre, l'aluminium qui enveloppe le beurre, le lait... Eh bien, il y a Oli. Oli, c'est une marque de soft drink sans sucre qui propose différents produits, notamment des boissons énergisantes et des iced tea. Tea comme le thé, ice comme la glace. Je suis bilingue. Je vous ai déjà parlé de leur parfum Bedaka et Teddy Hibiscus, dont j'ai allègrement défoncé le paquet depuis la dernière sponsor, mais depuis, ils ont sorti de nouvelles saveurs. Nous avons maintenant le combo pêche thé noir, Un classique, j'adore. framboise vanille, Celui-là, j'avoue que j'ai pas trop accroché. mais surtout mangue fruit de la passion et raisin rouge hibiscus. Et tu veux vraiment me faire croire que tout ça c'est naturel? Mais je vais pas seulement te le faire croire, je vais aussi te l'expliquer. Vous trouverez sur le site web de Oli tout ce qu'il y a à savoir sur leurs colorants, arômes naturels, indices glycémiques, agents de séparation, etc. Les produits sont conçus et expédiés depuis l'Allemagne, une preuve que les Allemands se sont quand même bien rattrapés depuis les... Voilà. J'ai failli être démonétisé. On a frôlé la catastrophe. Si vous hésitez devant un tel choix de saveurs, et je vous comprends, n'oubliez pas que des packs découvertes sont disponibles si vous voulez vous faire un avis. De plus, vous aurez des tarifs préférentiels en cas de commande groupée, auxquels s'ajoutent évidemment mes codes promo. 5 € de réduction sur votre première commande et 10% de réduction sur toutes les suivantes, c'est largement de quoi se faire un avis. Alors faites comme moi, un petit thé glacé quand il fait chaud, ça me ravit. Oli! Comme un ravioli? Vous l'avez? Oli. Et ton truc c'est pas un ravioli, c'est une raviole, ça n'a rien à voir. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 3e volet de la trilogie Redub consacrée au studio DreamWorks. Dans la vidéo précédente, nous avons évoqué les 2 doublages du film La Route d'Eldorado. L'un d'entre eux avec des comédiens rompus à l'exercice du doublage et l'autre avec Decaunes et Garcia commandés en toute hâte pour avoir des stars au casting et que le film fasse plein d'entrées au box-office. Une stratégie pas du tout payante avec moins d'1 million d'entrées au total en France. Du coup, on serait en droit de se dire que UIP, le distributeur des films DreamWorks, aurait retenu la leçon et conservé un casting plus classique pour le film suivant du studio. Sauf que les choses sont rarement aussi simples. Pendant que La Route d'Eldorado se préparait gentiment à bider en France, les États-Unis sortaient sur leurs écrans Chicken Run, une réalisation des studios anglais Aardman de Peter Lord et Nick Park, les créateurs de Wallace et Gromit, sortie à la fin du mois de juin et donc produite par DreamWorks SKG. Produite, ça veut juste dire qu'ils ont mis la thune et encadré le projet. Non, je pense que c'est pas mal de le repréciser parce que c'est pas clair pour tout le monde. Chicken Run, c'est donc une sorte de La Grande Évasion, mais avec des poules. Des poules qui cherchent à s'évader de leur camp où elles sont condamnées à pondre jusqu'à la fin de leur vie. Ces tentatives d'évasion, menées par une rebelle du nom de Ginger, se sont pour l'instant soldées par des échecs, mais peut-être que l'arrivée au camp de Rocky, le coq volant, va changer la donne. Chef-d'œuvre. Je veux rien entendre, chef-d'œuvre. Et autant personne n'en avait rien à foutre de La Route d'Eldorado, Je suis désolé, mais j'ai épluché la presse de l'époque. Personne n'en avait rien à foutre. autant Chicken Run était attendu de pied ferme par les milieux cinéphiles et par le grand public. En l'occurrence, ils ont fait la couverture de Time Magazine. Est-ce que La Route d'Eldorado a fait la couverture de Time Magazine? Je ne pense pas, non. Premier long métrage des studios Aardman, déjà connu et reconnu internationalement pour leur pub pour les céréales Witos, Non. déjà connu et reconnu internationalement pour leur série de courts-métrages Wallace et Gromit, lauréat et grand vainqueur de nombreux trophées. Autant dire que leur premier long métrage, justement modelé par les créateurs de Wallace et Gromit, était attendu de pied ferme. Et à cette occasion, on a réuni pour la VF un casting de choix. Patrick Poivet, la voix de Bruce Willis dans le rôle de Rocky, Le voyage, c'est ma seconde nature, les filles. La cour de ferme, j'ai essayé aussi, c'est pas pour moi. Enfin, j'ai jamais réussi à m'y faire. C'est les majolés. Dorothée Gemma, la voix de Jennifer Aniston dans le rôle de Ginger, Mais vous ne voyez donc pas que le temps presse et nous n'avons même pas encore quitté le sol. Michel Prudhomme, la voix de John Cleese dans le rôle du colonel Fowler, sans oublier Evelyne Grandjean, Patrick Préjean, Éric Métayer, Gérard Hernandez, bref, la crème du doublage de l'époque. C'est comme ça qu'on décroche des médailles. Oh, on en a assez. La ferme avec tes stupides médailles à la noix. Sauf qu'en France, on l'a jamais eu cette VF là en fait. Nous on a eu Gérard Depardieu, Josiane Balasco, c'est même écrit sur ma VHS, regardez. Vous, ça vous a pris combien Combien de quoi? de temps pour apprendre à voler? Mélange pas les torchons et les serviettes, cocotte. Moi, je suis doué, elle, non.
y a pas photo. Chicken Run est indéniablement le cas le plus complexe de cette trilogie. Ici, il n'est pas question d'indisponibilité d'un comédien ou de léger redoublage pour avoir des stars. Non, là, ce sont bel et bien deux doublages radicalement différents qui ont été commandés à quelques mois d'écart. Avec un casting entièrement différent et des textes entièrement différents, y compris jusque dans les noms des personnages. Oh, ces poulettes, elles sont géniales. Et t'as vu ce que Babs m'a offert? Un bonnet à bec. C'est-tu pas mignon? Et cette bonté? Oh, elle connaît des blagues à la peine. Tes copines sont super chouettes. Regarde ce qu'elle m'a tricoté, Babette. Un couvre-bec pour l'hiver. C'est-tu pas mignon? Et la Bernadette? Oh, elle a une pêche d'enfer, la Bernadette. Alors comment en est-on arrivé là? Très difficile à dire. À vrai dire, même les gens qui ont bossé dessus n'en savent pas grand-chose. J'ai interviewé 2 comédiens de la première équipe et ils m'ont confirmé qu'à l'époque, il était bien prévu que leur doublage soit diffusé en France et ils ont découvert leur remplacement par des stars au tout dernier moment. Du côté de la deuxième équipe, c'est pas beaucoup mieux. J'ai littéralement appris à une des comédiennes qu'elle faisait partie d'une deuxième équipe. Encore un doublage rapide pour une sortie québécoise ? Non, très clairement, ce doublage était prévu pour un public français et personne n'a imaginé dans l'équipe que ce serait distribué au Québec. Un redoublage commandé pour faire appel à des stars? Mais dans ce cas-là, pourquoi avoir refait les textes et la figuration? Il suffisait de faire un léger redoublage sur les persos principaux, comme ça avait été fait sur La Route d'Eldorado. Ce redoublage a longtemps été un grand mystère que je crois avoir aujourd'hui percé à jour. Et pour le comprendre, il faut rappeler que Chicken Run n'est pas qu'une simple production DreamWorks comme Fourmise et La Route d'Eldorado, mais bien une coproduction avec un deuxième producteur, Pathé. Difficile de savoir qui a participé à hauteur de combien dans cette histoire et difficile de savoir qui s'est occupé de quoi au niveau de la distribution. Si j'en crois Allociné, Première et le dossier de presse de l'époque, c'est Pathé qui assure la distribution cinéma et vidéo en France. Comme l'atteste le logo Pathé au début du film, puis après le logo Hardman, l'inscription Pathé, puis In Association with DreamWorks Pictures Presents. Sauf qu'en fait, c'est pas si clair. Si j'en crois IMDb, après avoir démêlé les milliards de boîtes de distribution qui ont géré le film, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il a bel et bien été question à un moment ou à un autre que ce soit UIP et donc DreamWorks qui s'occupent de la sortie cinéma comme aux États-Unis. Et d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai mis la main sur le Blu-ray américain de Chicken Run et c'est pas tout à fait la même chose. Pas de logo Pathé, mais genre pas du tout, même pas de logo Hardman, juste le logo DreamWorks, puis DreamWorks Pictures, in association with Pathé Presents. Ils ont inversé l'ordre d'apparition des noms. Ça peut avoir l'air de rien comme ça, et d'ailleurs c'est peut-être rien en effet, mais pour moi qui commence à connaître le monde des distributeurs, j'y vois un comportement particulièrement mesquin. Ce qui, de fait, laisse entrevoir les raisons possibles de ce redoublage. Ma théorie, c'est que c'est bel et bien UIP, et donc DreamWorks, qui a commandé le premier doublage de Chicken Run, sans doute pour une sortie française en vidéo, on en reparlera. Ils ont signé un doublage sobre, sans star talent, ils l'ont enregistré, monté, mixé, finalisé, et là, entre en scène Pathé. Je sais pas s'ils ont acquis les droits de diffusion du film en cours de route, ou s'ils ont juste rappelé à DreamWorks que c'était à eux de s'en occuper. Toujours est-il que dans les faits, ce sont bel et bien eux qui ont distribué le film en France, du cinéma en décembre 2000 jusqu'au Blu-ray il y a quelques années. Alors vous allez me dire, DreamWorks pouvait bien donner à Pathé leur doublage fini. Surtout quand on est gentil, on prête ses jouets. Et puis si Pathé veut refaire un Star Talent à partir des fichiers d'origine, ils peuvent le faire, hein. UIP l'avait bien fait avec La Route d'Eldorado. Sauf que quand les distributeurs sont concurrents, ou tout simplement qu'ils s'aiment pas, ils les lâchent pas comme ça les doublages. Ils les font payer. Et très cher. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi le Blu-ray de The Boys ne contenait pas la VF? Pourquoi Vinland Saga avait 2 doublages? Pourquoi le futur coffret Blu-ray d'Evangelion de chez Dybex n'aura probablement pas la VF Netflix? Parce que les distributeurs, ils gardent leur doublage pour eux. Ou alors ils le revendent très cher, tellement cher que certains éditeurs trouvent plus rentable de refaire un doublage maison. Chacun de chez soi et les poulets seront bien gardés. Donc ma théorie c'est que quand Pathé a repris le bébé et a voulu mettre quelques stars dans son casting, DreamWorks a dit: ah ouais? Eh ben si c'est comme ça, nous on garde notre doublage. Si t'es pas content, t'as qu'à faire le tien. Nous on s'en fout, on va l'utiliser au Canada, tiens, ils seront bien contents. Voilà qui expliquerait pourquoi le texte a dû être intégralement réécrit, car protégé par des droits d'auteur, pourquoi tout aurait été réenregistré, des ambiances aux voix principales, et pourquoi le budget accordé aux 2 équipes n'est clairement pas le même. Donc pour une fois, ce n'est pas la faute d'un patron cocaïné, simplement d'un imbroglio de distributeur. Ah bah voilà, quand même. Ouais, enfin fais pas trop le malin, parce que t'as quand même paumé la première VF de Shrek, hein. Alors t'es gentil, tu restes mort. Donc vous vous en doutez, il va y avoir beaucoup plus de choses à dire sur les 2 VF de Chicken Run.
textes différents, noms différents, comédiens différents et budgets différents. La première version française, que j'appellerais la VF Poivet par la suite, a été enregistrée au studio Dubbing Brothers sous la direction de la regrettée Nathalie Rimbaud. Elle avait déjà dirigé Mille et une pattes et Anastasia chez la concurrence et dirigera plus tard la VF de Shrek. Les textes de la première VF sont signés de Philippe Vidcock, à qui on doit d'excellentes adaptations comme L'étrange Noël de Monsieur Jack, Le voyage de Chihiro, Aladdin, Toy Story, Les noces funèbres, bref, le gars, c'est une pointure. Mais du côté de l'autre équipe, c'est aussi des pointures. Jean-Pierre Carasso, célèbre traducteur littéraire et auteur entre autres des textes français de Porco Rosso, co-signe la deuxième VF ou VF Star, aux côtés de Jean-Marc Pantier qui assure aussi la direction artistique. Jean-Marc Pantier à l'époque c'est Porco Rosso, mais c'est aussi The Mask, Ace Ventura, Princesse Mononoke, Tout sur ma mère, American Pie et aussi les textes de Pulp Fiction et du Roi Lion. Ouais, y a pire comme CV. On est les cadors. Ok, alors on est les cadors. On est les cadors. Admettons. On est les cadors. Oui. Commençons par les textes justement. Deux pointures du métier, deux cadors. On est les cadors. Ok. On est les cadors. Admettons. Et pourtant, il y a une adaptation qui est clairement meilleure que l'autre. Ce qui m'a frappé d'emblée quand j'ai découvert la VF Poivet, c'est à quel point les textes étaient appauvris par rapport à la VF Star. Je sais, appauvri c'est méchant comme mot, mais franchement c'est réaliste. L'adaptation de Philippe Vidcock passe à côté de beaucoup de substances de la version originale, contrairement à celle de Jean-Marc Pantier qui comprend mieux les intentions, les retranscrit avec justesse et va parfois jusqu'à les étoffer. Par exemple, un truc qui revient souvent dans le film, c'est les trucs qui reviennent souvent. J'entends par là qu'il y a énormément de gimmicks dans le film. Des expressions, des tics vocaux, des phrases un peu toutes faites, du comique de répétition, qui sont conçus pour revenir tout au long du film. Par exemple, le colonel Poulard, ou Fowler en VO, dit régulièrement « what what ». Some discipline in the ranks. What? Let's have some discipline. What? Quelque chose qu'on pourrait traduire naturellement par « quoi », ce que fait la VF Star. Un peu de discipline dans les rangs, quoi. Un peu de discipline, quoi. Faire. Malheureusement, la VF Poivet passe complètement à côté de ce quoi et de tout cet aspect-là du film. Discipline et concentration, d'abord. Un peu de discipline sans perdre les popettes. Bon, ici c'est un petit truc léger, mais parfois ça peut impacter directement la narration du film. Par exemple, un enjeu émotionnel du film, c'est que Rocky traite Ginger avec condescendance, avec des petits surnoms. Le monde est cruel, ma cocotte. Tout vient à point à qui sait attendre, cocotte. Tu peux dormir sur tes deux oreilles. Rocky est sur le coup, cocotte. Ce que Ginger corrige invariablement en rappelant son nom. N'oublie pas notre accord, cocotte. Je m'appelle Ginger. Merci. Ce qui fait que quand une relation de confiance s'établit entre eux, Rocky finit par enfin l'appeler par son prénom, ce qui la touche. Bonne nuit, Rocky. Bonne nuit, Ginger. Donc ça a un sens de garder tous ces gimmicks, c'est pas juste pour l'intelligence du texte. Même si de fait le texte est plus intelligent. A l'inverse, le texte de Philippe Vidcock rend cette scène moins évidente, puisqu'il n'a pas repris cette répétition, ni dans la première scène où Ginger l'interrompt avant même qu'il ait commencé à parler. Il est peut-être temps d'agir. Mon nom est Ginger. Ni dans la deuxième où il l'oublie complètement. Dors bien, mon lapin. Le Rox se charge du reste. Je suis pas un lapin. Ok. Du coup c'est terrible, mais c'est directement la narration de cette scène qui en pâtit. Une narration qui en plus se poursuit une scène plus tard, quand Ginger a une réminiscence de Rocky. Continue, Babette, beau travail. À ton service, ma cocotte. Bravo, Babs, continue comme ça. Aucun problème, ma poulette. Je sais, vous dites que je chipote, que ça a l'air de rien comme ça, mais ces trucs, ces gimmicks, eh ben c'est ce qui caractérise en partie le film. De la même manière, Rocky se définit comme un Lone Free Ranger. The Lone Free Ranger. Un surnom qui va revenir plusieurs fois. I care about what happens to them. Something I wouldn't expect a lone free ranger to know anything about. Du coup, la VF Star crée un nouveau gimmick. Le cock-boy, libre et solitaire. Et le relance lui aussi plusieurs fois. Je suis inquiète pour elle parce que je les aime. J'imagine qu'on ne peut pas demander à un cock-boy solitaire de comprendre ces choses-là. Alors que la première VF, dans la scène où Rocky se présente, propose... Autant on emporte le coq. Ouais, c'est dit pas génial. Oh la vache, mais c'est nul. Alors déjà oui, effectivement c'est nul, c'est même nul à chier, mais surtout ça ne revient pas derrière. Je les protège parce que je les aime et je ne m'attends pas à ce qu'un acrobate de cirque y comprenne quoi que ce soit. Et en vrai c'est con parce que je suis sûr que les Québécois ils auraient parfaitement compris cockboy.
Globalement, je trouve que l'adaptation de Philip Vidcock manque parfois d'intelligence et d'approfondissement. Par exemple, il est passé à côté d'un foreshadowing, c'est-à-dire le fait de glisser discrètement un indice sur la suite du film. Dans cette scène, en version originale... No, not in there. No. Get out. Gotta get... Le Not in There est un indice sur le fait qu'il est en réalité propulsé par un canon. Un indice qui, encore une fois, est bien retransmis dans la VF Star. Pas dans le noir, non, pas là-dedans. Non, je veux sortir. Sauf que là encore, dans la VF Poivet, on passe à côté. Non, pas ici. Non, j'ai pas le temps, je dois y aller. Je sais, une fois de plus, c'est pas grand chose, mais ça souligne un manque de fignolage de la part de Philip Vidcock. En dehors de quelques petites trouvailles. Mais il vaut rien, votre blé. Et quelques clins d'œil malicieux. Je vous demande de vous arrêter. 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 Un certain nombre de répliques ont des tournures assez maladroites et pas très orales, genre... De toute ma vie, je n'avais jamais entendu d'aussi fantastique Calambredène. Oui, allô? Calambredène? Quoi c'est ça, Calambredène? Y'a personne qui dit ça, Calambredène! Merci Alex. Voilà, donc on a maintenant la confirmation que ce doublage n'était pas prévu pour le Québec à la base. Je comprends vraiment pas comment Philip Vidcock a fait pour être aussi peu inspiré par ce film. C'est quand même quelqu'un qui signe des textes assez pointus et bien trouvés. Il faut vraiment qu'on réussisse. Il nous donnera peut-être des saucisses. Bon, ok, pas toujours. Saucisses! C'est quand même quelqu'un de très talentueux. Après, vous savez ce qu'on dit, hein, quand quelqu'un de talentueux sort un truc assez moyen, c'est généralement qu'on lui a pas laissé le temps de bosser. Et que donc, ce serait encore une fois un problème de budget. On y reviendra. Il faut aussi qu'on parle du couple Tweedy, car en effet, dans la première VF, il se vouvoie. Vous vous faites des idées, monsieur Tweedy. Vous avez intérêt à vous le répéter, parce que je ne veux plus entendre un seul mot à ce sujet. Et dans la deuxième, il se tutoie. Tout ça, c'est dans ta tête, monsieur Tweedy. Tu ferais bien de te le mettre dans le crâne, parce que je ne veux plus jamais en entendre parler. Est-ce que c'est clair? Compliqué comme situation. Dans la version originale anglaise, où rappelons-le, la notion de tu et de vous n'existe pas, ils s'appellent entre eux Mr. Tweedy et Mrs. Tweedy. Mr. Tweedy! Oh. Il faut y voir une représentation d'un couple de fermiers de l'après-guerre. Pas de télévision, pas d'écran, une calculatrice d'un autre temps, une vieille radio et une machine à tourte assez archaïque présentée comme le dernier modèle. Clairement, on est dans les années 60. Une époque où on arrangeait encore des mariages entre familles pour mettre en commun des propriétés, un patrimoine, du matériel. Donc on imagine assez bien un couple uni plus par intérêt que par amour, comme le montre l'absence de complicité et de tendresse entre eux deux. Du coup, le vouvoiement peut être de rigueur, comme il l'est par exemple dans Les Noces funèbres, dont la VF est elle aussi signée par Philip Vidcock. Et puis, vous vous souvenez peut-être, on a dit dans une vidéo sur le sujet qu'un couple se tutoyait après avoir couché ensemble. Et encore une fois, vu les interactions entre les deux, ça m'étonnerait qu'à moitié qu'ils aient jamais consommé l'union. Oh! Bah autant pour moi alors. Mais d'un autre côté, c'est vrai que ça paraît idiot de faire se vouvoyer un couple. Surtout un couple de fermiers où la bienséance et l'étiquette sont rarement de rigueur, même s'ils s'appellent monsieur et madame entre eux. Qu'est-ce que tu as encore fait, espèce abruti? J'ai rien fait du tout, rien. Donc je peux pas dire mieux que les deux sont défendables. Ce qui est amusant, c'est que les deux VF ont fait le choix inverse pour le colonel Poulard. La première VF le tutoie. Colonel, il faut que tu le pilotes. Tu parles toujours du beau vieux temps. Eh bien, il est temps d'agir. Et la deuxième le vouvoie. Poulard, il faut que vous pilotiez. Vous dites toujours d'un bon temps. Pensez au présent, c'est votre grand jour aujourd'hui. Là encore, les deux sont défendables. D'un côté, Poulard joue en permanence la supériorité militaire qui mérite le respect, donc le vouvoiement est de rigueur. Mais de l'autre, Boba étant le seul coq de la basse-cour, il a dû passer sur l'intégralité des poules de l'élevage, et maintenant vous ne pourrez plus jamais voir le film sans y repenser. Oh le bâtard! Par contre, un truc moins défendable, c'est cette scène. Il s'organise, j'en suis sûr. Silence, j'ai dit. C'est cette Ginger. Je parie que c'est elle le chef. Monsieur Tweedy! Oh, Bon, vous voyez le problème ou pas? c'est cette Ginger. Je parie que c'est elle le chef. Le problème, c'est que le fermier appelle la petite poule rousse par son prénom, alors que très clairement, dans cet élevage de centaines de poules, elles ne sont considérées par les fermiers que comme des numéros. D'ailleurs, dans le registre, aucun nom n'est présent. C'est d'ailleurs tout le propos du film. Les poules sont présentées comme des êtres sentients entre elles, et comme du bétail par les éleveurs. Du coup, c'est vraiment bizarre que Monsieur Tweedy identifie Ginger comme Ginger. Oui, mon amour. Mais je pense que Ginger pourrait... Des volailles, pauvre andouille! Ça vient, à mon avis, d'une mauvaise interprétation du texte anglais. That ginger one,
I reckon she's the leader. Mr. Tweedy. Dans une phrase comme celle-là, le mot Ginger peut être interprété soit comme un prénom, et dans ce cas-là on pourra dire cette poule Ginger, soit comme l'adjectif Ginger qui signifie rousse, et dans ce cas-là on pourra dire, et c'est plus logique, cette poule rousse. C'est la roquine, c'est elle la meneuse. Monsieur Tweedy. Là pour le coup, le point va encore une fois à la VF Star. En réalité, la deuxième adaptation se révèle beaucoup plus futée que sa grande sœur. En plus de garder les figures de style originales comme la répétition ironique, I just decided I don't like you. I just decided I don't care. Tout à coup, tu sais, je te trouve laide. C'est drôle, tout à coup, ça m'est égal. À côté de laquelle passait encore une fois la première VF. elle retranscrit à merveille les pics de la VO, Only roosters don't lay eggs, do they? Don't they? No, it's a lady thing, apparently. Ask your mum. Eh oui, ce sont les dames qui font ça, il paraît. Demande à ta mère. et les petits gimmicks. 2 tours de manivelle et largue tout. Et on largue tout. Jean-Marc Pantier se permet même de les pousser un poil plus loin avec des répétitions originales qui lui sont propres. Oh, ces stupides volailles, j'en ai par-dessus la tête. Madame Tweedy et les poules, j'en ai par-dessus la tête. Finalement, pour une fois, nous sommes d'accord. On trouve aussi de jolies allitérations assez élégantes, Dans la RF, il n'y avait jamais de cactage connectif, c'était interdit. des gags qui semblent tellement évidents qu'on se demande pourquoi ils sont pas dans la VO, It's all in your head, Mr. Tweedy. Say it. It's all in my head, it's all in my head. Tout ça, c'est dans ta tête, monsieur Tweedy. Répète. Tout ça, c'est dans ta tête, monsieur Tweedy. et quelques jolies gradations qui n'auraient pas dépareillé dans un audiard. Pousse-toi. T'as l'aide de mon côté du lit. Votre côté, c'est mon côté. Dans le lit, c'est mon côté. Cette réplique m'a énormément fait rire quand j'étais gamin. Mais pour servir un texte pareil, et c'est une excellente transition, il faut d'excellents comédiens. Dans le casting de la première VF, on retrouve donc Patrick Poivet et Dorothée Gemma, qui n'ont plus rien à prouver à personne. Mais vous leur avez menti. Je n'ai pas menti, ma puce, mais j'ai omis certaines choses. Je leur refilerai ce que j'ai promis. Autrement dit, rien. Dans ce cas, ils n'auront rien. On retrouve aussi pêle-mêle Evelyne Grandjean et Patrick Préjean, deux grandes pointures du doublage habituées au dessin animé. Et que ça vous serve de leçon, mes poulettes! Aucune volaille ne s'échappe de la ferme Tweedy, c'est clair? Patrick Préjean fut notamment Sylvestre le chat et Tigrou dans Winnie l'ourson. En plus, bien évidemment, de Nigel de la jungle. Bravo, poupette! Est-ce que tu te sens bien, poupette? Fais-moi plaisir, poupette. Ginger. Merci. Figure aussi Marie Vincent, Éric Métayer, Gérard Hernandez ou encore Michel Prudhomme en Fowler. Mutinerie et dissension, mais c'est précisément ce que souhaite l'ennemi. Diviser pour mieux régner, non. Un bon escadron travaille de concert, tout comme on le faisait de mon temps dans la RF. Et du côté de la deuxième VF, des stars? Oui, mais pas que. Alors déjà, en regardant le making-of du doublage, on comprend assez vite comment a été réuni un tel casting. C'est qui m'a proposé de le faire. C'est mon ami Paul Rassam qui m'a parlé de ça. Paul Rassam m'a demandé si je voulais participer à un doublage de dessin animé, j'en ai jamais fait. C'est Paul Rassam, je pense, qui lui avait demandé. Voilà, donc pour contextualiser, Paul Rassam, c'est un des producteurs d'Apocalypse Now, c'est le tonton de Thomas Langman, et c'est un des piliers des studios Pathé. Donc clairement, c'est pas UIP qui a appelé ces comédiens-là à la barre. D'ailleurs, dans le casting, on retrouve entre autres Gérard Depardieu et Claude Pieplu, qui étaient ensemble à l'affiche d'Astérix et Obélix contre César, un succès cinéma justement produit par Pathé l'année précédente. On retrouve donc Gérard Depardieu, Valérie Lemercier et Josiane Balasco comme mastodontes du cinéma français en tête d'affiche. C'était eux qui étaient mis en avant jusque dans la jaquette de la cassette. Pour autant, c'est pas les pointures du doublage qui manquent dans cette VF. Parce qu'on retrouve aussi par exemple l'immense Lucie Dolène, aka Blanche-Neige, la seule et unique Blanche-Neige, celle qu'on aime, dans le rôle de Babette, ainsi que Sophie Arthuis en Macbeth ou Frédéric Norbert et Cédric Dumont en Rick et Rack. Les issues de secours sont à l'avant et à l'arrière. Dans l'éventualité plus que probable d'un incident, placez la tête entre les genoux et dites adieu à votre croupion. Enfin, on a Claude Pieplu en Poulard et le duo Béatrice Agenin-Henri Guibet en couple Tweedy. Et eux, c'est toujours difficile de dire si c'est des star talent ou des pros du doublage. Parce que oui, Claude Pieplu, c'est une tête connue du cinéma qui a tourné avec Buñuel, Costa Gavras et Bertrand Blier et qui était aussi l'homme aux clés d'or de Palace. Ta gueule, les connards, on travaille, nous, demain. Au Palace, personne ne travaille le lendemain par le personnel, mais lui n'a pas le droit à la parole. Mais pour beaucoup de gens, Claude Pieplu, c'est le narrateur facétieux et moqueur des Shadocks de Jacques Rouxel. Car c'était un des principes de base de la logique Shaddock. Ce n'est qu'en essayant continuellement que l'on finit par réussir. Ou en d'autres termes, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. Une narration qu'il a tellement marquée de son empreinte qu'il la reprendra même sur les parodies, par exemple celle des Guignols. En ce temps-là, les neuneux neunetaient.
Autant dire que même s'il n'a pas fait énormément de doublage, c'est quand même quelqu'un qui sait utiliser sa voix et qui sait l'habiller et l'habiter. On n'a jamais rien vu d'aussi scandaleux. Contraindre un officier supérieur à partager ses quartiers et avec un civil, un Pékin, un Yankee qui plus est, hâte de montant dans la RAF qu'on n'aurait jamais. Je te signale que tu n'es pas non plus ce dont je rêvais. Et puis Henri Guibet, eh ben c'est un petit peu pareil. D'accord, Henri Guibet, c'est le fameux Salomon qui est juif. Et puis c'est aussi la 7ème compagnie. Sans parler de ses seconds rôles chez Georges Lautner, Yves Robert. D'ailleurs, il tourne encore. Il a même reçu en 2011 le Gérard de l'acteur qu'on croyait mort depuis 1985 et qui en fait non tourne encore. Mais Henri Guibet, c'est aussi un petit peu de doublage. Pas énormément, mais quand même un petit peu. Et vous le connaissez notamment pour ses rôles d'imbéciles heureux, comme Rex dans Toy Story, jusqu'à encore très récemment, Plouc dans Mille et une pattes, ou même le Yeti dans Monstres et compagnie. Pourquoi pas appeler l'adorable homme des neiges ou l'agréable homme des neiges tonnerre de gnome? Enfin, Béatrice Agenin, c'est Fantôme avec chauffeur, c'est Une famille formidable, c'est Hercule et Sherlock. Mais c'est aussi quelques rôles de Meryl Streep, Sharon Stone, Kim Basinger, Melanie Griffith. Alors où s'arrête le Star Talent et où commence le doublage? Est-ce que maintenant que Laurie a fait plus de doublage que d'albums, il faudrait pas arrêter de la considérer comme du Star Talent? Est-ce que maintenant que Nicolas Marié a son César, il va devenir du Star Talent? Autant de réponses auxquelles on n'a pas. Alors je vais commencer par parler de la direction artistique en général, parce que ce qui encore une fois m'a choqué en mettant côte à côte les deux VF, c'est à quel point la première paraît calme à côté de la deuxième. Et quand je dis calme, je pense à deux choses en particulier, les réacts et les ambiances. Les réacts, c'est les petites onomatopées, les bruits de bouche, les réactions en somme, quand un personnage a la bouche ouverte. Par exemple dans cette scène de la deuxième VF. Est-ce que notre Edwige s'en va en vacances? Si on observe la première VF... Ma zette, est-ce qu'Edwina part en vacances? Vous vous dites pas qu'il manque quelque chose? Que c'est bizarre que Ginger reste la bouche ouverte sans qu'aucun son n'en sorte? Ça, c'est quelque chose dont parlent parfois les directeurs artistiques en interview, mais j'en ai pas retrouvé pour l'illustrer. Quand un personnage ouvre la bouche ou bouge les lèvres, il faut qu'il y ait quelque chose qui en sorte, même s'il n'y a rien en VO. Parce qu'en VO, bon, c'est les acteurs d'origine, c'est le film d'origine, on accepte qu'un personnage bouge les lèvres sans rien dire. Mais en VF, peut-être parce qu'on a tout le temps fait comme ça, on peut avoir l'impression que c'est une erreur, qu'il y a un oubli. Comme ici, justement, où j'ai l'impression qu'il manque une réacte. Après, est-ce qu'elle manque parce que j'ai grandi avec la VF Star ou est-ce qu'elle manque parce qu'elle manque? Moi je dis qu'elle manque parce qu'elle manque, et si ça se trouve elle manque parce qu'elle manque. Mais si ça se trouve je dis qu'elle manque parce qu'elle manque alors qu'en fait elle manque parce qu'elle me manque. Putain, je vais boire un verre d'eau. Après il y en a qui manquent parce qu'elle manque. Par exemple dans cette scène où Poulard est clairement en détresse. Oh, tais-toi et viens danser. Eh ben il faut l'entendre crier, sinon encore une fois on a l'impression qu'il manque quelque chose. En comparaison, la VF Star paraît beaucoup plus vivante, beaucoup plus animée, et ça passe aussi par les ambiances. Les ambiances, ce sont les cactages de fond, à travers des petites répliques à peine perceptibles ou des brouhahas plus audibles. Je vous ai transporté. Attendez. Et clairement, Jean-Marc Pantier n'a pas lésiné sur les ambiances. Il y a des scènes qui sonnent un peu plan-plan dans la VO et dans la VF Poivet, qui reprend souvent les ambiances de la VO, et qui sonnent plus vivantes dans la VF Star. Alors, vous voulez voler, hein? Eh bien, ce ne sera pas de la tarte et ça se fera pas non plus du jour au lendemain. Alors, comme ça, vous voulez voler, hein? Ça va pas être facile et ça se fera pas du jour au lendemain. Pour voler, il faut 3 choses. Du travail, de la persévérance et... du travail. Le vol, voyez-vous, ça demande 3 choses. Du travail, de la persévérance et... du travail. Vous avez dit travail 2 fois. Et ça s'entend sur plusieurs séquences. Bon, notre dernière tentative d'évasion a été un fiasco. Mais Mac et moi avons mis au point un tout nouveau plan. Je sais qu'à propos de notre dernière tentative, on peut parler de fiasco, mais Macbeth et moi avons mis au point un nouveau plan. Go, 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 go! Mac, finis tous ces calculs, et vite. Agnès, attache-moi ça solidement. Sois prudent, colonel! Bunty, va l'aider. Go, 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 go! Macbeth, il nous faut ce calcul, accélère! Agnès, faut serrer ça pour aller! Faites attention là-haut! Affirmatif. Bernadette, va l'aider! On y va! Et puis il y a aussi quelques petites phrases de ci de là, comme cette réplique de Babette qui me fait beaucoup rire tant elle accentue son côté déphasé. Essayez donc de vous calmer un
A l'inverse, il y a quelques petites phrases qui manquent dans la première VF, comme à la fin du film où Ginger explique à Rocky les règles du cricket. Viens, je vais t'enseigner les règles du cricket. Et dans la VF Poivet, rien. Ça fait bizarre, non? Ça fait bizarre parce qu'on les voit s'éloigner en papotant, et si on n'entend rien, eh ben, c'est nul. Ça fait bizarre. La première VF manque clairement de matière, là où la deuxième est plus touffue. Mais ça, encore une fois, c'est sans doute dû à un problème de budget. Enfin, c'est mon avis. Bon, et les acteurs dans tout ça? Alors je vais commencer par mes deux coups de cœur de la VF Star, Claude Pieplu et Henri Guibet. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, Patrick Préjean et Michel Prudhomme sont parfaits dans la VF Poivet. Patrick Préjean joue à merveille le fermier un peu naïf et surtout soumis à sa femme, et son ton naturel aide pas mal à caractériser le personnage. Plus de Colette, mais j'ai toujours ramassé des œufs. Mon père aussi, et son père aussi, et tout leur père aussi, on est devenus fauchés. Mais Henri Guibet, il lui apporte un petit quelque chose de plus. Une sincère et touchante bêtise. Madame Twilly, et les poules, elles sont en train de... épicorer. Regarde, j'y suis arrivé à l'arrêter. Joué par Henri Guibet, le fermier apparaît comme véritablement bête. Pas con, pas stupide, pas crétin, juste bête. Oh, ça alors c'est champion. Et c'est quoi? Un peu la même bêtise qu'il insufflait à ses autres personnages dans les films Pixar, c'est-à-dire plutôt des bons gars qui se laissent parfois un peu tyranniser par des figures d'autorité, alors qu'en fait, eh ben, ils sont plutôt gentils. Fini les œufs. On a toujours été producteurs dans la famille. Mon père l'a été, mon grand-père l'a été, et tous mes ancêtres aussi ont toujours été pauvres. Et le texte de Jean-Marc Pantier l'aide à aller dans ce sens. Tout ça c'est dans ta tête, monsieur Tweedy. Peut-être même que c'est une proposition de l'acteur. Après tout, il le dit lui-même, Jean-Marc Pantier s'est montré plutôt ouvert aux propositions, et a laissé les acteurs poser leurs pattes sur leurs personnages. Bon, j'ai quand même l'original qui est là, qui me guide, on peut pas non plus faire n'importe quoi, mais moi ce que j'aime bien, c'est laisser l'acteur, l'actrice essayer plein de trucs, plein de choses, se lâcher comme on dit, quitte à les rattraper un petit peu quand ça déborde trop. Et là, je pense qu'ils sont bien amusés parce que ça donne quelque chose de différent, mais de cohérent, ça reste cohérent par rapport à l'image. Que ça vous serve de leçon à toutes! Aussi longtemps que je vivrai, aucune poule ne s'évadera de cet élevage! Donc même si encore une fois Patrick Préjean est parfait dans ce rôle, je trouve Henri Guibet légèrement meilleur à mon goût. Et c'est un petit peu pareil avec le personnage de Poulard. Michel Prudhomme est parfait en colonel procédurier, il n'y a aucun doute là-dessus. Arrêtez! Vous êtes chez un officier supérieur! Par ici, vite! Sortez d'ici immédiatement! Mais Claude Pieplu lui ajoute un côté vieillot, désuet, presque sénile, peut-être justement par son timbre plus âgé et plus fatigué. D'ailleurs, Chicken Run sera son dernier rôle au cinéma avant son décès en 2006. Mais encore une fois, il est aussi aidé par son texte. Votre comté, c'est mon comté! Tout le lit! C'est mon côté. Pour terminer avec les personnages secondaires, je trouve les deux Madame Tweedy parfaites. Béatrice Agenin et Danielle Vol donnent toutes les deux aux personnages leur propre couleur autoritaire et un petit peu sadique, et les deux sont parfaitement délicieuses. Des volailles, pauvre andouille! Ce qui fait qu'à part vous, ce sont les créatures les plus stupides de cette planète. Elles ne font pas de projet, ne portent pas d'armes, et ne sont pas non plus organisées. Ce sont des poules, espèce d'abruti! En dehors de toi, il n'y a pas de créature plus stupide sur cette planète. Elles ne font ni complot, ni manigance, ni aucune action collective. Babette est formidablement incarnée par Lucie Dolène, qui a ma préférence. Sans doute parce que c'est une voix que j'entends trop peu à mon goût. Bonjour Ginger, tu es revenue de vacances? Je n'étais pas en vacances, Babette. J'étais au cachot, à l'isolement. Quelle chance! C'est tellement agréable, une cure de solitude de temps en temps. Mais Véronique Alicia s'en sort très bien, elle aussi. Bonjour Ginger! Et de retour de vacances? Je n'étais pas en vacances, Babs. J'étais en quartier d'isolement. Oh, quelle chance d'avoir enfin un peu de temps à se consacrer! Macbeth, la poulette intello, est incarnée dans la première VF par Marie Vincent, qui est la seule à lui donner un accent, une couleur un peu rurale, pour raccorder avec son accent écossais de la VO. Right. We tried going under the wire and that didn't work. So, the plan is, we go over it. On a essayé de passer sous le grillage et ça n'a rien donné. Alors, le plan consiste à contourner l'obstacle. Sophie Artuis, de son côté, se concentre sur le côté intello, et les deux se débrouillent tout aussi bien. Voilà, on a essayé de passer sous le grillage, mais on n'a pas réussi. Donc, la nouvelle idée, c'est de sauter par-dessus.
Rick et Rack, ou Pic et Pocket dans la VF Poivet, sont eux aussi parfaits dans les deux VF. Avec d'un côté Gérard Hernandez et Éric Métayer qui jouent un petit peu sur le même registre. Tu commences par un œuf, et c'est ça qui te donne une poule. Ah non, tu débloques. Si t'as pas de poule, minute, tu pourrais me le redire. Et de l'autre, Frédéric Norbert et Cédric Dumont qui préfèrent accentuer la différence de caractère entre les deux personnages, l'un faisant plus VRP sérieux et l'autre comic relief. Il nous faut un œuf. C'est de l'œuf que viendra la poule. Ah ouais, d'accord. Mais sans poule, qui c'est qui va faire l'œuf? La poule que l'œuf avait faite. Et les stars alors? Les têtes d'affiche. D'un côté, on a Gérard Depardieu, qui dans le making-of a clairement l'air de s'en foutre, un petit peu partisan du moindre effort. Non, c'est pas la peine, je vais la faire. Allons-y, fais voir. Voilà, ça me paraît bien, ça. Il est très facile à cet endroit-là sur les... Qui Mel Gibson. Eh ben, il faut garder des options là-dessus, non? Mais justement, je te dis, ça raconte pas, ça fait trop en choc. Fais voir, c'est vrai. On va pas se mentir, ça a l'air d'être un sacré chieur. Attends, je t'avais fait des hauts à moi. Non, mais plus loin, après tu raccordes avec Gibson à la fin. Mais bon, ça, c'est une réputation qui colle pas mal à la peau de Gérard Depardieu. Et encore, chieur, c'est le moins pire dont on l'accuse. Petit journal, le sexe, la chatte, petit journal, le sexe. Josiane Balasco, à l'inverse, a l'air de s'amuser un petit peu plus dans le making-of et semble avoir un peu plus de considération pour le taf qu'il y a derrière. Peut-être parce que c'est son premier doublage. Il faut partir au bon moment, s'arrêter au bon moment. Et alors ça s'apprend en le faisant. Est-ce que vous improvisez au fur et à mesure? Ils savent ce qu'ils écrivent, ils sont payés pour ça. Hein. Donc, en général, ils le font bien. Et en même temps, elle est parfaitement bien castée dans le rôle de Bernadette, une poule un peu brute de décoffrage, ce qui n'est pas sans rappeler d'autres de ses personnages. En le jouant, je me suis dit, elle ressemble beaucoup à Madame Musquin. Du Père Noël, c'est quelqu'un de très sentencieux, assez sûr d'elle et qui dit de grosses conneries. Mais avec beaucoup, on en rencontre dans la vie des personnages comme ça, qui ont une certaine, soi-disant, une expérience de la vie et qui vous pompent. Faut voir les choses en face, les copines. Nos chances de sortir de cette cage sont peut-être d'une sur 1 million. Enfin, Valérie Lemercier joue le rôle de Ginger. Hello les amis! Elle, pour le coup, je sais pas trop quoi en penser. C'est son deuxième doublage après Tarzan, où elle était d'ailleurs pas trop mal. Mais là, ça a pas l'air d'être un rôle qui l'a énormément inspiré. Ça m'a plu de voir de voir un film qui se passe dans une ferme. Je trouve ça gai. Parce que c'est assez rare, comme on montre pas souvent les fermes dans les... Non, ça c'est vrai. Voilà. D'accord, alors ça c'est super. Sinon... C'est amusant parce qu'elle se relève, c'est-à-dire qu'au début, elle est vraiment punie très souvent, elle est au cachot assez souvent, et puis c'est elle quand même qui va, malgré ça, elle a du courage, elle va sauver toutes ses copines de la méchante fermière. Voilà. Très bien. Un coup, elle a l'air de s'amuser, un coup, elle a l'air de se faire chier, et surtout, elle a doublé le film en 2 jours, ce qui, pour un personnage principal d'un 35 mm au début des années 2000, reste très court, il faut le dire. Comment vous êtes-vous préparé à ce doublage? Est-ce qu'il y a une technique particulière pour doubler un film d'animation? Non. Ah! On a fait en une soirée presque la moitié du film, donc voilà, ça m'aura pris 2 jours entiers. Oui. Bon, je montre beaucoup d'images du making-of, parce que c'est assez rare d'en avoir, mais on va pas se mentir, les questions de l'intervieweuse sont assez nulles à chier, donc c'est difficile de juger là-dessus. Est-ce que c'est un travail long? Est-ce que vous trouvez ça long? Est-ce que c'est rapide? Non. Est-ce que ça se fait vite? Non. Waouh, elles sont nulles à chier tes questions. Du côté de la première VF, on retrouve donc Evelyne Grandjean en Bunty, puisqu'ils ont gardé les noms originaux, et c'est typiquement le genre de personnage que Evelyne Grandjean sait très bien faire. J'ai toujours su que c'était un imposteur. En fait, je me demande même s'il est vraiment américain. Moi, je pense qu'il avait pas plus de classe que de beurre au cul. J'ai jamais compris comment il a eu le titre. Ginger et Rocky sont quant à eux incarnés par Patrick Poivet et Dorothée Gemma. Et franchement... ben, je les ai connus bien meilleurs. Nous pondons des œufs de jour comme de nuit, et quand nous ne pouvons plus pondre, ils nous tuent. Il y a quelques passages où je me dis, tiens, c'est marrant, je les imagine bien jouer cette réplique un poil plus... juste. J'ai suffisamment de problèmes sans m'occuper des vôtres. En plus, cette volière ne me paraît pas infranchissable. Regarde, je vais te faire voir. Ouais, mais du coup, j'imagine que comparé aux stars, elles sont quand même meilleures. Ouais... C'est difficile de juger, encore une fois, à cause des textes. Par exemple, cette réplique de Ginger... Il faut qu'on s'évade à tout prix. Ginger, c'est-il toujours bon? Oui, plus que jamais. Sonne le rappel, réunion ce soir, cabane 17. Si on la compare à la VF Star, eh ben Valérie Lemercier apparaît plus convaincante, car plus déterminée, là où Dorothée Gemma est peut-être un poil trop douce. Faut sortir d'ici à tout prix. Ginger, ça tient toujours? Et comment que ça tient? Préviens tout le monde, réunion ce soir, baraque 17.
Mais encore une fois, le texte aide, parce que la réponse de Ginger reprend le ça tient toujours de Macbeth. La répétition, c'est une figure de style qui accentue la puissance d'une réplique, surtout suivie de l'impératif. Si Dorothée Gemma avait eu ce texte-là, peut-être qu'elle aurait tapé un peu plus juste. Après, peut-être que je leur cherche des excuses. Dans le monologue de motivation qui suit un peu après, le texte est très similaire, mais encore une fois, le Mercier semble plus vindicative, face à une Dorothée Gemma trop douce. Nous avons un problème. Le grillage n'est pas autour de la ferme, il est ici, dans votre tête. Vous savez de quoi vous êtes prisonnier? La clôture n'est pas seulement autour de l'élevage, elle est là, dans vos têtes. Des forêts géantes, pleines d'arbres magnifiques, de grands espaces. Et de l'herbe. Est-ce que vous imaginez? De l'eau et de l'herbe fraîche. Enfin, il doit y avoir de grands espaces, avec de grands arbres. De l'herbe, vous vous rendez compte? Douce, verte, tendre. Il n'y aura plus de fermiers, Babs. Il sera en vacances. Il ne sera nulle part. Vous ne comprenez rien. Il n'y aura plus de collecte d'œufs, plus de fermiers, plus de chiens, plus de cellules et plus de grillage. Il n'y aura pas d'éleveurs, Babette. Où seront-ils alors en vacances? Ils seront nulle part. Vous ne comprenez donc rien. Il n'y aura ni comptage des œufs, ni éleveurs, ni molosse, ni baraque, ni cadenas, ni clé, ni grillage. Donc peut-être que c'est pas tant la faute du texte. La réplique finale de cette scène est pour moi l'illustration parfaite de la différence de caractère entre la Ginger de Dorothée Gemma. Nos chances de nous enfuir d'ici sont à 1 million contre 1. Ça nous laisse une chance? Et la Ginger de Valérie Lemercier. Alors c'est qu'il y a une chance. Depardieu, de son côté, c'est Depardieu. C'est compliqué. Depardieu, de l'avis de nombreux metteurs en scène, c'est une machinerie bien huilée. Il peut arriver sur un plateau beurré comme une tartine, sans avoir appris son texte, et sortir malgré tout une réplique bonne à la première prise. Donc là, sans forcer son talent, il arrive à être crédible sur un paquet de scènes. Beau travail, mesdames, beau travail. Vous avez mal, mais c'est bien, c'est bon signe. C'est le métier qui rentre, vous savez, c'est positif, alors accrochez-vous. Faut pas te démoraliser, toi. Comment tu t'appelles? Agnès? Tu y arriveras. Toi, Macaille, tu as volé 1 ou 2 mètres aujourd'hui. Bon, après, c'est jamais transcendant non plus. On sent qu'il force pas beaucoup sur son talent, et du coup, il est parfois un peu à côté. Ah oui, c'est vrai que jusqu'ici, ça t'a tellement réussi. Tu veux un conseil? Pour que ça marche, dis-leur ce qu'elles veulent entendre. Patrick Poivet, de son côté, je trouve qu'il force pas trop son talent non plus. L'appel de la route, le voilà, mon style. Oui, passez-moi mon sac et je m'embarque. Et en plein dans la direction du vent. Il a des répliques qui, encore une fois, sonnent un peu faux, un peu mou. En fait, pendant tout le film, je me suis dit, Patrick Poivet, je le connais, il est capable de faire bien mieux. Comme Dorothée Gemma et comme Philippe Vidcock. Et c'est là que je me dis, encore une fois, qu'ils auraient sans doute fait bien mieux avec un plus gros budget. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il a à nous casser les couilles depuis le début avec son histoire de budget? Budget. Tu répètes ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça? Pour parler de ça, il faut que je revienne sur une petite phrase que j'ai balancée l'air de rien tout à l'heure. Ma théorie, c'est que c'est bel et bien UIP, et donc DreamWorks, qui a commandé le premier doublage de Chicken Run, sans doute pour une sortie française en vidéo, on en reparlera. Bien. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand on a des pointures du milieu, comme Philippe Vidcock à l'adaptation, Nathalie Rimbaud à la direction et le duo Poivet-Gemma à la barre, et qu'on en tire une VF que je qualifierais de moyenne, avec des textes moins fins qu'à l'accoutumée, des comédiens moins inspirés et des ambiances un peu vides, c'est qu'on ne leur a pas laissé le temps de faire mieux. Vous avez peut-être déjà vu sur Twitter ou sur YouTube ce genre de vidéo où un dessinateur doit faire le même dessin en 2 heures, en 20 minutes, en 2 minutes et en 20 secondes. Le talent a beau être le même, le dessin n'a pas la même gueule. Bah c'est pareil dans le doublage. Plus on a de temps pour travailler, plus le résultat a de la gueule. Et qu'est-ce qui définit le temps passé sur un doublage? Le budget. Et qu'est-ce qui fait qu'un distributeur ciné va mettre moins de budget dans un film qui pourtant n'a pas de star au casting? Eh ben peut-être justement parce que c'est pas pour les salles de cinéma. Peut-être que DreamWorks avait initialement prévu de le sortir directement en cassette, comme ils le feront plus tard avec Joseph le Roi des Rêves. Après tout, les sorties cinéma de Wallace et Gromit n'ont jamais été des grands succès au box-office. Peut-être qu'ils n'y croyaient pas plus que ça, là où Pathé n'a pas hésité à sortir le pognon pour avoir du temps, des stars, et même engager Marc-Antoine Beldan pour faire le Perchman. J'ai dépensé sans compter. Bon, c'est une théorie, hein. J'ai pas pu en discuter ni avec les distributeurs, ni avec les membres de la première équipe. Mais quand je vois la VF Poivet, le sentiment qui domine chez moi, c'est ils auraient pu faire bien mieux. Parce que toute cette équipe, adaptateurs, DA et comédiens, je les ai déjà entendus faire bien mieux. Et je sais qu'ils sont capables de faire bien mieux. Et je me dis que s'ils n'ont pas fait bien mieux, c'est qu'on leur en a pas laissé le temps. Alors,
Au final, quelle est définitivement la meilleure VF de Chicken Run? Est-ce que c'est la VF Poivet ou est-ce que c'est la VF Star? Eh ben ça me fait mal au cul, mais c'est définitivement la VF Star. Avec néanmoins une précision, c'est pas tant la faute des comédiens que de l'adaptation et de la DA. Si un comédien comme Claude Pieplu, qui a fait très peu de doublage, incarne un personnage plus haut en couleur dans la VF de Jean-Marc Pantier, c'est aussi parce qu'il a des meilleures répliques. Quelle baliverne, maudits Américains! Jamais là quand nos ennemis déclarent la guerre! Tout pour l'argent, tout pour le sexe! Rien à faire ici. Vous en ficherez, moi. Une plaie, ces Américains, est toujours en retard pour les guerres mondiales. Surpayés, survitaminés, surexcités, et sur notre dos, partout. Parce qu'un comédien, aussi doué soit-il, ne peut rien faire sans des bons textes. Et la VF de Philippe Vidcock, elle brille par des tournures de phrases capillotractées qui sont simples en VO. Easy, Pops. Cockfighting's illegal where I come from. And where is that exactly? Just a little place I call the land of the free, the home of the brave. Scotland! No! America! Simple dans la VF Star. Et de quel pays s'agit-il? Oh, un petit bled qu'on appelle le berceau de la liberté, la terre des braves. Ah, l'Écosse! Non, l'Amérique. Et laborieuse dans sa VF. Oh, un petit coin que j'appelle la terre de la liberté, le royaume des braves. God save the Queen, je dis. Pas l'Angleterre, l'Amérique du Nord. Oh, que de la mer molle. Mais en même temps que je vous dis tout ça, je me rends compte que quand je mets la VF Poivet à côté de la VF Star, le seul truc qui me vient sur le moment, c'est nul. C'est nul! Juste, c'est nul. Ce qui, on va pas se mentir, est pas très élaboré comme réflexion. Alors j'essaye d'étoffer, je dis ça manque de naturel, c'est laborieux, la tournure est maladroite, mais mon premier réflexe, ça reste c'est nul, ou ça fait bizarre. Et on en revient à ce point que j'ai soulevé depuis le tout premier redub, à quel point ça nous influence d'avoir entendu une VF en premier. Tout à l'heure, j'ai parlé de cette ambiance un peu vide, de cette réact qui me manquait, ou de cette tournure un peu pourrie. Mais est-ce qu'il n'existe pas dans le multiverse un Mr. Fox alternatif, qui lui trouve que l'ambiance est de trop, qu'elle étoffe un petit peu trop, ou que l'adaptation l'Amérique, eh ben, elle est trop simple pour cette scène. Peut-être que l'autre Mr. Fox soulignerait des choses qui m'ont échappé, ou des traductions plus proches de la VO dans la première VF. I've met some hard-boiled eggs in my day, but I'd say you're about 20 minutes. And what's that supposed to mean? Des œufs durs, j'en ai vu pas mal dans la vie, mais toi t'as dû cuire au moins 25 minutes. Je regrette, je ne comprends pas. Là où la VF Star prend plus de liberté. J'en ai connu des durs à cuire dans ma vie, mais toi tu les bats toutes, Calamity Jane. Je ne connais pas cette personne. Peut-être que le Mr. Fox alternatif, qui se serait habitué aux intonations de Patrick Poivet et Dorothée Gemma, aurait trouvé celle de Depardieu et Le Mercier un peu fausse et à côté de la plaque. Est-ce que tout simplement on préfère pas la première VF qu'on a écoutée ? Un peu comme en musique. Est-ce que ça a un nom, ce phénomène de s'accrocher à la première version qu'on a entendue? Est-ce qu'un vidéaste musique pourrait me répondre? Je pense que moi je peux. Quand notre cerveau écoute une musique pour la première fois, ce dernier crée automatiquement ce que l'on appelle une imagerie musicale. C'est une sorte de souvenir plus ou moins précis de ce qu'on a écouté. On va d'abord retenir les paroles et les notes du refrain, puis les paroles des couplets. Tout ça au fur et à mesure des écoutes. Notre imagerie musicale se peaufine donc avec le temps. Et cette imagerie musicale, c'est un truc super puissant. Si bien que si tu lis le titre d'une chanson ou un petit extrait des paroles d'un morceau que tu aimes bien, alors il y a de fortes chances que tu aies tout de suite en tête la mélodie qui te vienne à l'esprit. Et dans ton cas, eh bien je dirais que lorsque tu as découvert cette VF pour la première fois, ton cerveau s'est créé une imagerie musicale associée à Chicken Run. Et à partir de là, une autre version de cette VF va créer une dissonance. Quand tu découvres une nouvelle version d'un morceau que tu connais déjà, eh bien ta première imagerie musicale rentre en conflit avec cette nouvelle, parce que les deux morceaux ont des points communs, comme certaines notes ou les paroles. Sauf que ces deux musiques ne sonnent pas pareil, d'où la préférence pour ton cerveau sur la première version que tu as aimée. Le cerveau adore rester dans sa zone de confort, c'est bien connu. Cela crée alors une préférence entre ces deux versions, qui se tournent inévitablement sur celle que tu as aimée en première. Et ça fonctionne sans doute de la même manière pour le doublage. Mais en me renseignant davantage sur cette question, j'ai vu que beaucoup de gens se posaient la même interrogation que toi, et il y a une réponse de Paul King, un chercheur en neurosciences à l'université de Berkeley, qui est hyper intéressante. Il explique que lorsqu'on décide d'écouter un morceau, on a une attente particulière qui se crée. Entendre quelque chose de particulier à un moment précis. Et à partir du moment où la chanson nous paraît familière, elle rentre dans notre vie avec toutes les spécificités d'une version unique. Dès lors, un changement dans le morceau peut s'apparenter au phénomène de la vallée dérangeante. Tu sais, la vallée dérangeante, c'est ce sentiment de faux qui se produit quand on voit un humain en image de synthèse ou en peinture qui n'est pas parfaitement réalisé. On ressent une forme d'inconfort. Par ailleurs, il ajoute que l'écoute d'une reprise d'un morceau est faite pour être appréciée à la fois seule, mais surtout dans un contexte où l'auditeur ou l'auditrice connaît la version originale. Je le cite,
cite, « Si X est la chanson originale, alors la reprise est X plus 1, c'est-à-dire X avec un petit quelque chose en plus, une variante stylistique peut-être. Ces modifications sont additives et ne sont généralement pas inversées. La reprise équivaut alors à X plus 1 et la première version que vous entendez, l'original, vous paraîtra comme Y-1, ce qui n'est pas forcément aussi appréciable. » J'espère que tu as la réponse à ta question. Tout à fait, merci beaucoup Werner. Allez jeter un coup d'œil à sa chaîne, c'est du lourd. Donc oui, on est plus à même de préférer la première version qu'on a entendue, et peut-être que ça fausse un petit peu mon jugement. Mais à mon avis, pas tant que ça. Parce que je suis quand même capable d'admettre que même si je n'ai connu qu'elle, la version de Cône Garcia de la route d'Eldorado a des défauts, tout comme celle de Chicken Run. Moi je parlerai pas de Fourmise parce qu'au fond, je m'en tape un peu de Fourmise. Et d'ailleurs vu le nombre de vues sur la vidéo consacrée, tout le monde s'en tape de Fourmise. Alors même si dans certains cercles de voxophiles, le consensus se fait autour du fait que bon, quand on a des vraies pointures du doublage à la barre et pas des stars venues cachetonner, eh ben on entend bien la différence, eh ben je me mets en porte-à-faux et je trouve que la VF de Chicken Run avec Depardieu, Lemercier et Balasco a plus de couleurs, plus de cachet et sonne un petit peu mieux. Mais j'ajouterais que franchement, si on avait donné les textes et le budget de la VF Star à l'équipe de la première VF, on aurait sans doute eu la VF parfaite. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo sur les studios DreamWorks. Je suis pas mécontent d'avoir tiré un trait sur l'histoire de ce studio qui a, semble-t-il, appris de ses erreurs au fil des années. Et oui, parce que par la suite, DreamWorks, à travers ses différents distributeurs français, a plus ou moins harmonisé sa politique de doublage, histoire de s'y retrouver. Parfois avec une masse de stars quand on sait pas trop comment vendre le film, parfois sans stars supplémentaires parce qu'on sait que la saga est déjà connue et aimée et que comme le Café Maxwell, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Et parfois sans stars du tout parce que... Si j'étais mauvaise langue, je dirais que c'est parce que contrairement aux autres films du studio, ce sont des bons films. Et que quand on a des bons films, c'est pas la peine de mettre un star talent. On notera tout de même qu'à partir de 2007, c'est Paramount Pictures qui reprendra en main la distribution internationale des films DreamWorks et qui commandera enfin des doublages spécifiques pour le Québec. Une décision respectée et suivie par les distributeurs suivants, 20th Century Fox puis Universal Pictures, mettant définitivement un terme aux boulettes d'édition qui ont rendu ces doubles doublages accessibles. Et accessoirement, ça évitera que les Québécois se tapent des stars françaises dont ils se calissent et qu'on leur inflige des références incompréhensibles. Bref, ça fait plaisir de voir un studio d'animation américain qui apprend de ses erreurs pour éviter de multiplier les redoublages pour un oui ou pour un non. Ouais, contrairement à un autre studio. Comment ça? Bah t'as pas parlé d'un autre studio. Tu sais, celui qui a redoublé certains films 3 fois depuis leur sortie d'origine, qui refait des doublages à la zob pour soi-disant harmoniser, alors que souvent c'est parce qu'il est rancunier, qu'il a perdu des procès, ou qui n'assume pas ses erreurs passées, qui réécrivent l'histoire sans vergogne en faisant disparaître des décennies d'histoire du doublage. Oh merde! T'as vu toutes ces étoiles? Hein? C'est incroyable. Ouais. Malgré la vitesse à laquelle on va, elles bougent pas.